Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois pour le cours de commande des systèmes dynamiques de la troisième année de l'EPF Montpellier. Aujourd'hui, on va regarder les équations différentielles que vous connaissez déjà d'un nouveau regard. Jusqu'à maintenant, on vous a appris des méthodes de résolution dites analytiques des équations différentielles, c'est-à-dire on a une équation différentielle, on va chercher la fonction, l'expression de la fonction qui satisfait l'équation en question. Bien que cela soit utile, en pratique, il y a une quantité très limitée d'équations différentielles qui peuvent être traitées de cette manière-là. En général, une équation différentielle qui apparaît, disons, dans la vie pratique, ne va pas pouvoir être résolue explicitement. On ne pourra pas donner la formule solution. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'une équation différentielle peut ou pas avoir des solutions. Dans le cas où elle en a, okay, elle peut en avoir une seule solution, plusieurs solutions, voire une infinité de solutions. Okay. Alors, dans le cas où il n'y en a pas, c'est très simple. Pensez même pas équation différentielle, pensez tout simplement équation algébrique classique. L'équation exponentielle de x égale moins 3 n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est toujours positive, donc elle ne peut pas être égale à un nombre négatif. Non, il n'y a pas de solution. La même chose se retrouve dans les équations différentielles. Une équation différentielle n'a pas forcément une solution. Et même quand elle en a, cette solution peut être unique ou pas. Okay. Et ceci fait que même quand il y a une solution, que cette solution est unique, parfois on peut exprimer la solution avec une formule. On dira alors que l'on a résolu de manière analytique l'équation différentielle. Mais dans la plupart du temps, cela n'est pas possible. Et encore un dernier cas, c'est que même si cela est possible, parfois la formule elle est tellement complexe qu'en pratique, on ne peut pas l'exploiter pour dire quoi que ce soit. Je vous montrerai des exemples en cours. Mais quoi qu'il en soit, Henri Poincaré, qui était un des grands mathématiciens du monde, il a proposé une nouvelle approche qu'on appelle aujourd'hui tout simplement système dynamique. Et ce que Poincaré proposait, c'était d'analyser les équations différentielles d'un point de vue géométrique et non pas quelque part algébrique où l'on transforme les qualifs et à la fin on trouve la solution. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer différentes facettes de cette approche géométrique des équations différentielles. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une équation différentielle, on cherche une fonction. Alors, par exemple, je vais dire x' de t. Okay. Donc ici, ça, c'est ce qu'on va appeler la vitesse de notre particule. Okay. Donc, si x' de t, c'est la vitesse, alors x de t, c'est tout simplement le vecteur position. Je vais marquer ici la position à l'instant t de notre particule. Et vous pouvez vous imaginer que vous êtes dans une pièce, hein, voilà, c'est une chambre quelque part, et votre particule, voilà, par exemple une mouche, va faire sa vie. Elle va construire donc une orbite, une trajectoire. Okay, donc ça va être l'orbite, ou la trajectoire, c'est la même terminologie. Et ça nous dit qu'à chaque instant de temps, on a un vecteur position x de t qui correspond donc aux coordonnées de la mouche à l'instant t. Alors, si on est en dimension 3, eh bien, le vecteur position contient 3 informations. Donc, ça va être un vecteur x1 de t, x2 de t et x3 de t. Si on est en moins de 3 dimensions ou plus que 3 dimensions, la généralisation, c'est la même. C'est un vecteur en dimension n, où n, c'est la dimension de l'espace. Okay. Alors, d'un point de vue maths aussi, c'est que cette fonction x de t, eh bien, elle représente une courbe paramétrée. Okay. Donc ici, x, c'est une fonction qui a un réel t, donc on part de R1, associe eh bien, un vecteur x de t qui, lui, il vit dans Rn. Donc d'un point de vue mathématique, c'est ce qu'on appelle une courbe paramétrée. Une courbe paramétrée. Voilà. Donc x de t, c'est le vecteur position, et x' de t, c'est le vecteur vitesse, que l'on va marquer ici, par exemple, en bleu. Ici, voilà, avec une flèche, ça c'est x' de t.
Voilà. Donc, j'espère que ceci est clair pour vous. Maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu dans la compréhension de tout ça. Prenons un exemple très simple en dimension 1. 1, 2. Considérons l'équation différentielle de trouver la fonction x de t telle que la dérivée de x est égale à une constante, par exemple 1. Voilà. Ce que nous allons faire, bon là c'est très simple, il n'y a rien à dire. On pourrait résoudre l'équadif comme on faisait avant. Eh bien, x de t, c'est juste la primitive de cette fonction. La primitive de 1, c'est t plus n'importe quelle constante c. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer l'approche géométrique de cette analyse. Ce que nous allons faire, c'est considérer, puisqu'on est en dimension 1, l'axe des x, que je vais mettre horizontal ici. Donc, le 0 va être quelque part. Et ici, comme on a fait précédemment, donc on a des points au milieu. Par exemple, ça, c'est la position 1, la position 2, la position 3, moins 1, moins 2, moins 3. Et ici, l'analyse nous dit que la dérivée, le vecteur vitesse, est égal à 1, quel que soit x. C'est-à-dire que si je suis en 0, en ce point ici, je vais attacher une flèche, puisque c'est un vecteur vitesse, qui a une longueur égale à 1. Donc, je vais avoir quelque chose comme ceci. Au point 0, je lui attache la flèche 1, et ça me fait ce vecteur. Si j'étais dans une autre position, par exemple, si j'étais en moins 3, la vitesse en ce point elle est égale à 1, c'est-à-dire que j'aurai, pareil, la même flèche. Et quand je vais faire ceci pour l'ensemble des positions sur mon axe des x, je vais me retrouver avec ce que l'on appelle un champ de vecteurs. Un champ de vecteurs. Et ce champ de vecteurs défini sur cet axe des positions, c'est-à-dire que j'ai deux informations, j'ai à la fois la position et la vitesse, constitue ce qu'on appelle le portrait de phase. Donc, champ de vecteurs vitesse, on peut rajouter vitesse, plus espace des positions, c'est égal à portrait des phases. J'aurai l'occasion de le dire plusieurs fois, mais le portrait de phase constitue l'ensemble des informations du système physique. On a toute l'information dans cet espace géométrique. Donc, si je reprends mon exercice précédent, donc quelque part, il y a le 0, et en fait, partout, je vais avoir un point avec des flèches qui sont constantes égale 1. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais oublier un petit peu les corps des flèches, je vais juste dessiner les têtes des flèches. Voilà. Donc en fait, j'ai un champ de vecteurs constant partout, égal à 1, qui va dans la direction vers la droite. Okay. Voilà, très simple. Très simplement, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, on va essayer de faire un petit exercice différent. Je vais prendre la même chose, mais on va le faire avec moins 1. Au lieu que ça soit 1, on va le faire avec moins 1. Donc, je vais faire une nouvelle page ici. Je vais coller mon exemple précédent et on va le modifier. Cette fois-ci, je mets moins 1. Donc là, vous voyez en rouge. Donc, ça va me faire moins t plus une constante. Qu'est-ce qui va changer? Donc, ce qui va changer, c'est que les flèches ne vont plus donc être bleues et ne vont plus être attachées à ces points précis. Et elles vont plutôt aller vers la droite. Donc, quand je suis en 0, je vais vers moins 1, donc j'ai une flèche qui part vers la gauche. Pareil, quand je suis en moins 3, j'ai une flèche qui va vers la gauche. Donc, si je fais cet exercice pour l'ensemble des points de mon espace des positions, je vais avoir en fait des flèches qui vont vers la gauche, comme ça. Je vous dis, je ne dessine que les têtes des flèches et je me retrouve avec un champ de vecteurs qui va vers la gauche. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la vitesse est positive, les flèches vont vers la droite. Lorsque la vitesse est négative, les flèches vont vers la gauche. Maintenant, essayons de faire un exemple plus réaliste.
on va se diriger vers ce que l'on sait faire, toujours en dimension 1. Mais cette fois-ci, je vais considérer l'équation différentielle x' de t égale x de t. Également, pour cette équation, vous connaissez tous la solution. Vous savez que ce sont les fonctions x de t égales à une constante exponentielle de t. Voilà, il n'y a pas de mystère, ce sont les constantes exponentielles de t. Cette constante qui est là va être déterminée de manière unique si j'impose une condition initiale. Donc, exemple, si de plus x en 0 est égal à x0, alors la solution unique de ce qu'on appelle le problème de Cauchy. Le problème de Cauchy, c'est rien d'autre qu'une équation différentielle plus une condition initiale, va nous donner la fonction x0 exponentielle de t. Voilà, x0 exponentielle de t. Et comme vous le savez tous, on peut regarder les courbes solutions au cours du temps. Donc, regardez bien les axes cette fois-ci. Là, je vais mettre en abscisse l'axe des temps. Précédemment, j'avais mis en abscisse l'axe des x. Là, je mets le temps. Et maintenant, l'axe des x est celui qui est vertical. Bon, tout le monde sait à quoi ressemble une exponentielle. Si je prends une condition initiale x0 ici, eh bien, ma fonction exponentielle va ressembler à ça. Voilà. J'ai pris une condition initiale positive. L'exponentielle, elle est croissante comme ceci. Si maintenant je prends une condition initiale négative, par exemple moins 2, okay, que je me retrouve ici en bas, eh bien l'exponentielle, elle va être décroissante comme ceci. Et enfin, il y a un troisième cas, c'est si ma condition initiale était identiquement nulle, okay, auquel cas je suis pile sur l'axe, eh bien la solution, c'est la fonction constante égale 0. Voilà, qui est aussi solution. Okay, donc, ça, c'est ce qu'on appelle la représentation, non pas dans l'espace des phases, mais des courbes chroniques. Alors, chronos, en grec, vous savez que ça veut dire le temps. Donc, les chroniques, c'est les courbes solutions par rapport au temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les chroniques. On appelle ça aussi également, c'est un synonyme, les courbes intégrales. Courbes intégrales. Pourquoi? Parce que pour résoudre une équation différentielle, en tout cas les plus simples, ce que l'on est amené à faire, c'est faire une intégrale, un calcul de primitive. C'est pour ça que le nom est associé. D'ailleurs, on dit aussi intégrer une équation différentielle pour dire résoudre une équation différentielle. Voilà. Alors, très bien. Ça, c'est les choses que vous connaissiez déjà. Maintenant, quel va être le lien entre ça et les petites flèches de vecteurs que l'on a vues précédemment? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, comme tout à l'heure, j'avais x' égale x, et je vais prendre mon axe des x horizontalement. Le 0, il est quelque part. Et maintenant, vous voyez que la vitesse, elle est donnée en fonction de la position de x où l'on se trouve. Si je suis en 1, en 2, en 3, la vitesse n'est pas la même. Si je suis en moins 1, en moins 2 ou en moins 3, la vitesse est égale à la position. Donc, par exemple, si je suis en 1, ici, je vais attacher à ce point une flèche qui va aller vers la droite, puisque x' égale 1, de longueur 1. Donc là, par exemple, ici, voilà ma flèche. Si par contre, je suis en x égale 3, x' va être égal à x, dans ce cas-là 3, donc x' va être égal à 3. Donc là, je vais lui associer une flèche qui va aller jusqu'à 6, quelque chose par là. Vous voyez, je fais une tête plus grosse pour dire que la vitesse est plus importante de ce côté. Okay, voilà. Donc maintenant, si on était plutôt du côté gauche, notamment si on avait x', par exemple, moins 1, donc je mets un point rouge ici, x', ça va être moins 1, donc je vais avoir une petite flèche qui va vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Parce qu'on est négatif, donc on va aller vers la gauche. Et enfin, si on est en moins 3, pareil, je vais aller vers une grosse flèche jusqu'à moins 6, comme ça. Si je fais un petit résumé de tout ça,
et que je ne mets que les têtes de nos flèches, on va se retrouver donc avec un portrait de phase qui a la tête suivante. Donc ici, j'ai l'axe des X, le 0 il est là, et je vais avoir de petites flèches proches de 0 qui deviennent de plus en plus grosses quand je m'éloigne de l'origine, et qui indiquent par sa taille une plus forte vitesse. Donc ce portrait de phase, vous pouvez le voir comme une source d'eau dans laquelle, à l'origine, il y a de l'eau qui sort et qui va vers les extérieurs et qui va de plus en plus vite. Okay. Maintenant, imaginez que je prends un petit bateau, un bateau en papier, que là c'est une petite rivière, et qu'on le lâche ici. Voilà. Là, on lâche le petit bateau, donc il va se faire entraîner par le courant et il va se retrouver un peu plus tard ici, et un peu plus tard ici, et ainsi de suite. Vous voyez, il suit le flot du champ vecteur, il va suivre le chemin indiqué par les flèches. Également, si au lieu de le lâcher à droite, je l'avais lâché ici à gauche, donc là j'ai mon petit bateau, eh bien il va se déplacer ici de plus en plus vite, donc à des instants de temps identiques, la distance parcourue n'est pas la même, elle augmente. OK. Une dernière chose que vous pouvez regarder, c'est que ici, on a en fait une fonction. C'est-à-dire que cette équation différentielle s'écrit x' égale une certaine fonction f de x, où la fonction f, c'est la fonction que a machin, dièse, associe, machin, dièse. C'est ce qu'on appelle la fonction identité. Okay. Là, c'est-à-dire qu'on a un cas très simple où l'équation différentielle est définie par la fonction identité. Quel est le graphe de la fonction identité et comment cela est lié au champ vecteur que l'on a ici? Bon, la fonction identité, c'est-à-dire si je trace x et en ordonnée x', la fonction identité, bah, c'est y égale x, ce n'est rien de très compliqué, c'est juste cette fonction-là, qui passe par l'origine. Voilà. Et ici, vous pouvez voir que la fonction admet deux positions différentes. D'une part, elle va être positive, okay, et d'autre part, elle va être négative. Donc là, ici, par exemple, elle est positive, et ici, par exemple, elle va être négative. Voilà. Donc, quand la fonction elle est positive, les flèches, on avait vu, vont aller vers la droite, parce que la vitesse elle est positive. Et une information importante à partir de ce graphe, c'est qu'on voit la taille de la fonction. Ici, proche de l'origine, bon, déjà, à l'origine, la fonction elle est nulle, et pas trop loin du point, elle est petite. C'est-à-dire que petite, on a des petites flèches. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'axe, la fonction elle est de plus en plus haute, ça veut dire que nos flèches sont de plus en plus grandes. La vitesse elle est plus forte. De la même manière, on va avoir qu'à gauche, la vitesse est petite proche de l'origine, et au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'origine, les flèches deviennent plus grandes. Voilà. Donc, voilà un peu une manière systématique que l'on va avoir de tracer ces portraits de phase. On va regarder la fonction définie par l'équation différentielle, on va la dessiner, on va voir où elle est positive, là on va tracer des flèches vers la droite, là où elle est négative, on va tracer des flèches vers la gauche. Les endroits où la fonction s'annule, c'est ce qu'on va appeler des équilibres, et en fonction de la hauteur de la fonction, on va tracer des flèches plus ou moins grosses pour indiquer l'intensité de la force du champ. Maintenant, je vous ai promis qu'il y avait un lien entre ça et ça, c'est-à-dire entre le portrait de phase et les chroniques. Quel est ce lien? Alors, la réponse, elle est dans les axes. Dans ce graphique-là, je vous ai montré à la fois X en ordonnée et T en abscisse. Donc ça, c'est très important. Là, le X, il est vertical. Et en abscisse, on a le T. Tandis qu'ici, dans mon portrait de phase, c'est X' qui est vertical et X qui est horizontal. Donc, si je veux passer de l'un à l'autre, en fait, il faut que je prenne X et T. Autrement dit, cet axe X, je vais le verticaliser en quelque sorte. Je vais le mettre vertical comme ça. Voilà. Ça va être l'axe des X. Et il va falloir que je
paramétrise par rapport au temps, c'est-à-dire que je sorte un autre axe qui est l'axe de temps, un nouvel axe, voilà, et il est là, c'est le temps. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir recopier mon champ de vecteur qui était ici. Ça, je vais le recopier là. Donc, proche de l'origine, on a des petites flèches qui deviennent de plus en plus grosses au fur et à mesure que l'on s'éloigne. Et pareil, vers le bas, on a des petites flèches qui deviennent de plus en plus grosses quand on s'éloigne. Maintenant, si vous vous souvenez de mon analogie avec le petit bateau, qu'est-ce que l'on avait? Eh bien, à l'instant initial, à t égale 0, on le lâche quelque part. Et ensuite, le bateau il se fait entraîner par le flot du champ de vecteur. C'est-à-dire qu'une unité de temps plus tard, il va être par exemple là. Une unité de temps plus tard, comme la vitesse augmente, il va être encore plus haut, quelque chose par là. Et ainsi de suite, une unité de temps encore plus loin, il va être encore plus loin. Et en fait, si je regarde au cours du temps l'évolution, je vais me retrouver avec une fonction que vous connaissez déjà assez bien, les fameuses chroniques exponentielles. On va obtenir la même chose si l'on prend une condition initiale en bas, donc le flow pointe vers le bas, donc un instant de temps plus tard, on va se retrouver ici, un instant de temps plus tard encore, on va se retrouver par là, et ainsi de suite. Et là, du coup, on aura nos fameuses exponentielles décroissantes. Et il y a un dernier cas très important à traiter, qui est l'origine. Comme vous l'avez vu, c'est un endroit où ma fonction, là en l'occurrence l'identité, s'annule. Ces points-là, qui sont des points très importants, c'est ce qu'on appelle des points d'équilibre. Eh bien, quand on est sur un équilibre, on y reste. C'est-à-dire que si ma condition initiale ici était sur cet équilibre, eh bien j'y reste pour tous les instants de temps. La solution est identiquement nulle. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour le moment entre comment on trace un portrait de phase, comment on fait le lien avec les courbes intégrales, les chroniques, là où il y a le temps. Et si on devait faire un petit résumé pour finir ce cours qui commence déjà à être un peu trop long, c'est le suivant. On a une équation différentielle de la forme x' de t égale une certaine fonction de la variable x de t. La première chose que l'on va faire, c'est tracer la fonction f de x, donc le portrait de phase. Donc là, on va prendre x et x'. Et là, on va tracer la fonction. Mettons que la fonction f à laquelle je m'intéresse, mettons qu'elle a cette tête-là. Voilà, ça c'est la fonction f. Il y a des endroits très spéciaux qu'on appelle les points d'équilibre. C'est ce point-là que l'on repère immédiatement en regardant les endroits où la fonction f s'annule. Okay. Donc là, ici, j'ai 3 équilibres. Et ensuite, on va tracer les flèches de notre champ de vecteur. Les flèches de notre champ de vecteur, c'est très simple. Elles vont aller vers la droite lorsque la fonction est positive. Et plus la fonction est grande, plus les flèches sont grandes. Donc là, par exemple, ici, sur la droite, la fonction est positive, mais petite. Donc là, j'ai une petite flèche. Au fur et à mesure que je m'éloigne, les flèches vont toujours vers la droite parce que la fonction est toujours positive, mais elles grossissent parce que la fonction est plus grande. A contrario, par exemple, entre ce point d'équilibre et celui-là, la fonction est petite, donc j'ai une petite flèche. Le champ de vecteur augmente un peu, c'est-à-dire que la vitesse augmente parce que la fonction est plus grosse. Et ensuite, ça rediminue en petites flèches. Okay. Donc là, ici, au milieu, on a un maximum de vitesse. Et entre les deux, on a des vitesses intermédiaires. Et ensuite, entre celui-là et celui-là, c'est un peu la même histoire. Comme la fonction est positive, les flèches vont vers la droite. Donc là, ici, j'ai petite flèche qui devient un peu plus grosse, petite flèche, très petite flèche. Et enfin, le dernier côté, eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une petite flèche qui devient de plus en plus grosse et qui vont vers la gauche parce que la fonction est négative. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum de Moodle. Et je vais vous laisser avec un dernier exercice que vous pouvez faire tout de suite pour vous entraîner et voir si vous avez compris. Considérez l'équation différentielle x' de t égale x de t fois 1 moins x de t. Alors, cette équation différentielle est très importante. C'est ce qu'on appelle l'équation logistique de Verhulst. Logistique de Verhulst.
Et la solution s'appelle une sigmoïde. C'est une courbe en S, pour la solution en tout cas qui commence avec une condition initiale entre 0 et 1. Donc, je vous demande donc de tracer la fonction f associée. Ici, pour ceux qui ne le verraient pas tout de suite, la fonction associée f de x, c'est la fonction x fois 1 moins x. C'est une parabole, hein, c'est un polynôme sur un degré. Donc, 1, tracez le portrait de phase. 2, faites le lien avec les courbes intégrales. Alors, je vous rappelle, pour faire le lien avec les courbes intégrales, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ça, on verticalise l'axe des x. Okay? Donc là, je vais recopier un peu mon exemple ici. Donc là, je fais copier. Je le colle ici. Et pour tracer les chroniques, on prend cette fois-ci l'axe des x vertical. Donc, on le met vertical. Là, on sort le temps. Voilà. Et on recopie les flèches. Donc là, vous voyez, on a 3 points d'équilibre qui sont... un, il est ici en bas, l'autre, il est ici en haut, et l'autre, il est encore plus haut. Voilà, là, on a nos 3 points d'équilibre. Et ensuite, les flèches. Alors, entre celui-là et celui-là, donc les flèches vont comme ça. Entre celui-là et celui-là, les flèches vont comme ça. Entre celui-là et celui-là, donc c'est croissant. Et là, ici, c'est décroissant. Quand on a un équilibre, une fois qu'on y est dessus, on y reste. Donc là, en fait, à chaque fois que vous voyez des équilibres, vous sortez des lignes horizontales pour dire que ce sont des solutions constantes. C'est ça la notion d'équilibre. Et ensuite, quand vous êtes, par exemple ici, entre les deux, on a une petite vitesse qui augmente et ensuite qui diminue. Donc là, ici, en fait, on va voir une courbe comme ça. Là, ici, pour le contraire, on va avoir une courbe qui grandit, qui sature et qui va vers cette asymptote. Là, ici, en bas, on va avoir des choses qui décroissent. Et là, ici, en haut, on va avoir des fonctions qui montent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un deuxième cours de commande des systèmes dynamiques.